Aujourd'hui, grosse vidéo pour ce démarrage 2024 autour de la pédagogie dans les arts martiaux. Donc il y aura beaucoup de détails partagés, des clés, à travers un modèle que j'ai mis en place, qui me permet de synthétiser un petit peu les choses plutôt que d'avoir une vision éclatée. Donc ici je fédère, j'essaie de synthétiser. Ça se veut peut-être pas exhaustif, mais déjà bien complet. Donc accrochez-vous, la vidéo est assez longue, mais je pense qu'elle sera intéressante et vaut le détour. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. J'espère vraiment que voilà, tout le monde sera en forme, qu'il y aura beaucoup de bienveillance entre chacun et qu'on arrive à construire finalement un petit peu ses rêves, sa passion, tout ça dans un esprit d'harmonisation, d'équilibre et que chacun se sente bien là où il est et à sa place. Cette vidéo, pour démarrer l'année, est un peu particulière. J'ai voulu aborder la notion de pédagogie, pédagogie dans les arts martiaux. Pourquoi ce sujet? Souvent, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on transmet les arts martiaux? Est-ce qu'on prend un sac de frappe, on tape dedans? Est-ce qu'on fait que enchaîner des techniques, des soubouris systématiques et on s'en arrête là? Est-ce que finalement on met des gants et on enchaîne, on tape dessus et puis tout le monde est content? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait des valeurs, de la notion de respect? Comment est-ce qu'on intègre tous ces éléments en fait dans la transmission? Et quels sont les concepts liés à la pédagogie? Parce qu'en fait, des concepts, vous allez voir, il y en a pas mal. Donc j'ai travaillé sur un modèle, ça fait déjà un certain temps que j'y réfléchis. Il peut sembler complexe si je vous l'affiche d'un coup, donc on va y aller étape par étape, et on va rentrer progressivement dans le sujet pour pouvoir donner une vision, en tout cas la vision que moi j'ai de la pédagogie, et les points importants auxquels il faut faire attention quand on transmet les arts martiaux. Donc, l'un des premiers points, c'est bien entendu la notion de technique. Vous allez voir ici, le premier concept, c'est la technique. Maintenant, la technique, c'est qu'est-ce que c'est? Donc moi, j'ai intégré dans la technique tout ce qui va concerner, par exemple, l'apprentissage de mouvements. Ça va être les mouvements, par exemple, de main, tewaza, de jambes, keriwaza, les postures, les déplacements, unsoku, travail de forme spécifique, kata, tao si vous faites des arts martiaux chinois, l'étude des techniques fondamentales à travers le Kyon, le bunkai, donc l'explication des katas à deux, en trouvant des solutions qui tendent vers soit du bunkai comité qui colle très proche au kata, soit qui tendent vers une dimension beaucoup plus goshin, donc self-défense. La notion de contre en kaeshiwaza, les projections nagewaza, on pourrait y intégrer les ukemi, les chutes, le travail du kumite, les mains collantes en tuishu par exemple, sur le chinois, etc., etc. Donc c'est vraiment, je dirais, la notion de mouvement, le travail de sensation qui a été légué depuis les origines des arts martiaux jusqu'à nos jours. Donc on va y retrouver principalement tout un catalogue de mouvements et d'exercices très spécifiques qui sont souvent liés à des styles. Je pense notamment, moi, en l'occurrence au Shotokai, où on va retrouver le Midare, qui pour moi est de la technique, qui va permettre de gérer l'espace, et également la notion de fluidité, la notion d'irimi, la notion de timing, yoshi de rythme. Donc tout ça va finalement rentrer dans cette boîte de techniques que vous voyez ici à l'écran. Juste avant de poursuivre, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, j'ai souvent un peu tendance à aller vite dans les sujets, mais en fait moi je suis enseignant d'arts martiaux depuis une bonne dizaine d'années, ça fait 25 ans que je pratique les arts martiaux, donc pratiquant de karaté à la base, et puis ouvert aux arts martiaux chinois, notamment tout ce qui concerne le Qigong et le Tai Chi Chuan. Et donc j'ai un diplôme d'état en karaté, wushu et disciplines associées, également un CQP et puis un diplôme d'instructeur fédéral à la FFK, Fédération Française de Karaté. Donc les arts martiaux, c'est vraiment une passion, et une passion qui m'occupe l'esprit quasiment tous les jours en fait. J'ai beaucoup de projets autour de ça, et à ce titre-là, la chaîne me permet de partager cette passion. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais pour comprendre un petit peu que ce que je vous expose là, c'est le fruit en fait d'une réflexion depuis plusieurs années, c'est pas lâché comme ça dans la nature, c'est mûrement réfléchi. Et donc ça reste ouvert, c'est un schéma ouvert qui pourra intéresser les profs, ceux qui sont en passe de le devenir, qui vont peut-être le devenir. Voilà. Donc la première brique technique qu'on vient d'aborder. Ensuite vous allez avoir
associer ces techniques, une deuxième brique dans la transmission sont des qualités physiques. Donc on pourrait retrouver ici ce qu'on retrouve dans les dimensions sportives, la force, l'endurance, la vitesse, l'équilibre, le relâchement, très très important dans les disciplines martiales. Donc on fait un lien ici, en gros, si vous avez des qualités physiques intéressantes, vous allez pouvoir améliorer vos techniques. En gros, ici, une qualité physique pourra vous permettre d'améliorer plusieurs techniques. Je prends par exemple la force. La force, vous allez peut-être pouvoir la retrouver dans vos coups de pied, également dans vos coups de poing. Le relâchement, vous allez le retrouver de manière transverse quasiment dans toutes vos techniques. Et puis bien entendu, la technique s'appuie sur des qualités physiques. Si vous n'avez pas d'équilibre, si vous n'avez pas de tonus musculaire, ça va être compliqué de pouvoir réaliser votre technique. Il y a ensuite un troisième principe que j'ai dégagé, ce sont les principes liés à l'état d'esprit. L'état d'esprit, la morale, très très important. Donc cette notion-là fait appel à ce qu'on pourrait retrouver dans les arts martiaux de la nation de Chine. En gros, vous allez pouvoir intégrer dedans tout ce qui va concerner la notion de vigilance, la détente mentale, la confiance en soi, le respect, la gestion de l'incertitude, la prise de décision. Quand vous êtes dans un assaut, vous êtes par exemple encerclé par plusieurs partenaires, comment est-ce que je fonctionne, quelle priorité je donne à l'un par rapport à l'autre. La notion de réactivité aussi, est-ce que dans un assaut, vous êtes capable d'enchaîner plusieurs techniques, de réagir en contre face à une technique. Enfin, c'est vraiment toutes ces dimensions mentales qui rentrent en jeu dans votre pédagogie et qui ne doit pas s'arrêter à des mots. Ça, je l'avais vu en formation notamment, en diplôme d'État. En gros, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière chacun de ces mots. C'est très bien de parler de vigilance, parler de respect, de prospérité, d'entraide, etc., de réactivité, mais qu'est-ce que vous mettez derrière tous ces mots? Si je prends par exemple le respect, comment est-ce que vous transmettez le respect en tant qu'enseignant? Est-ce que ça va passer par le salut, un travail autour du salut? Est-ce que vous allez avoir un moment dans le cours où vous allez parler du salut? Puis quel salut? Salut debout, salut assis. Tiens, il y a 3 saluts au début du cours de karaté. Pourquoi? Est-ce que toutes ces notions-là sont transmises et enseignées à part entière et non pas comme une petite parenthèse dans un cours en disant tiens, c'est important de saluer, vous allez saluer. C'est toutes ces questions-là en fait qui vont se poser au moment de votre transmission. Voilà. Donc ici, bien entendu, les principes vont améliorer la technique, ils peuvent améliorer beaucoup de techniques, puisque il est difficile d'avoir une technique noble si on n'a pas un esprit noble. Et en tout cas, moi, c'est le point de vue que j'essaie de défendre. C'est très dur de tendre vers cet esprit noble, irréprochable. Je dirais que c'est plutôt une ligne de conduite. On n'est jamais vraiment parfait, on n'est jamais vraiment dans quelque chose d'irréprochable. C'est très difficile, on est des êtres humains, mais il faut tendre vers cette ligne de conduite et essayer de s'améliorer, voilà, suite à des erreurs, à des échecs, à des mauvaises situations parfois, de tendre vers quelque chose de beaucoup plus positif dans le temps. Donc le Shin ici a une importance capitale. Donc je ne l'ai pas fait apparaître ici, c'est dommage, mais en gros vous avez ici le triptyque classique connu du Shingitai. Vraiment l'esprit, Gi donc la technique, et puis Tai le corps. Et quand vous fusionnez tout ça, vous avez un certain triangle. D'ailleurs, avec la notion de salut, on retrouve ces notions de triptyque, de trinité. Vous avez 3 piliers qui vous permettent déjà on va dire, d'être assez stable dans la manière où vous fonctionnez. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est que souvent, c'est pas suffisant dans la transmission. Souvent, on voit que la brique jaune technique, elle est beaucoup travaillée. Elle est tellement travaillée que on met un petit peu de côté l'esprit, où on est moins concentré sur l'esprit, on est très focus sur la technique, on va travailler à fond son mouvement, son geste, on va le répéter, on va faire des sous-bourris. Bon, ça c'est très bien, d'accord. Les qualités physiques vont être beaucoup travaillées dans le milieu sportif, parfois peut-être un petit peu moins sur le côté traditionnel, au profit de la technique, de la forme, de la rigueur. J'ai envie de dire qu'il faut être capable de tout mélanger et de mélanger de manière cohérente, d'avoir une logique de construction qui vous permette d'aborder ces points. On verra plus tard, par rapport au cours, comment est-ce qu'on peut relier les choses. Une couche intervient ici de concept qui est pour moi essentielle, primordiale quand on pratique les arts martiaux classiques, traditionnels, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas qui se dégage la dimension purement sportive. On rentre ici dans une couche de principes, donc on pourrait même parfois appeler les principes subtils, profonds, okuden. Les principes sont nombreux dans les arts martiaux et souvent j'ai constaté que dans les cours, alors ça dépend des profs,
Ça dépend aussi du style, ça dépend de beaucoup de choses, du bagage technique que la personne a. Mais les principes sont très peu enseignés en tant que tels. C'est-à-dire qu'on va vous dire, oui, pense par exemple au centre, puis concentre-toi sur le centre, et ça fera le boulot, quoi. Avec le temps, tu arriveras à développer ta discipline et ton karaté, à t'améliorer. En fait, c'est vraiment pas suffisant au niveau pédagogique. Ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut avoir un bon bagage technique, donc la brique jaune, ici, avoir vraiment une vision assez exhaustive du catalogue technique de votre style, voire plus, hein, si vous êtes ouvert à d'autres approches, d'autres styles. Mais surtout, il faut avoir réfléchi un petit peu à vos principes, d'accord ? Quels sont les principes de votre discipline ? Donc si je prends par exemple le Shutokai, longtemps il a été dit que les principes c'était travailler bas, travailler loin, et grosso modo travailler aussi dans le relâchement. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien, mais finalement quand on regarde dans le style, travailler en relâchement, on voit que le relâchement se transforme en mollesse, on voit que travailler bas, ça détruit les genoux de pas mal de pratiquants, puis travailler loin, ça amplifie encore la destruction des genoux des pratiquants. Il y a un problème en fait, il y a un gros souci là-dedans, quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement. Si on nous dit que les arts martiaux doivent nous renforcer, pourquoi est-ce qu'ils nous détruisent dans le temps? C'est triste quand même, c'est dommage. Donc la pédagogie, elle doit tenir compte de l'aspect sécuritaire. Ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup en formation, mais grosso modo, les principes sont là pour ça. On parle de karaté santé, d'arts martiaux santé, c'est très à la mode, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? En fait, souvent on voit que les disciplines orientées sur la santé s'intéressent au corps sur une vision holistique, d'accord ? Une vision qui tient compte de la structure complète de l'organisme, qui respecte les alignements du corps, la biomécanique. Et en fait, tout ça va conditionner la manière dont vous allez vous entraîner. Si vous faites des sous-bruits sans vous poser la question de comment, sur un plan global, je peux travailler ma technique, si vous ne vous posez pas cette question de globalité, de vision holistique, vous allez sûrement sursolliciter des articulations, ou voire faire claquer les articulations, et dans le temps, vous abîmez. Donc c'est pas instantané, hein. Quand on est jeune, on peut enchaîner, on récupère vite, mais plus l'âge avance, et plus ça devient sensible et compliqué comme sujet. Au point, parfois, on voit des gens s'arrêter, par exemple en compétition, on voit qu'arrivé à la trentaine, on est déjà sur un seuil, c'est compliqué, quoi. Hein, donc c'est pas normal que dans les arts martiaux, on arrive à 30 ans et on puisse plus réaliser nos techniques, plus bouger, 40 ans pareil, etc. On devrait pouvoir être plus robuste. Qu'est-ce qui rend plus robuste? C'est déjà cette première boîte noire. Cette boîte que j'ai mise en noir, qui aurait pu être d'une autre couleur, mais c'est ce que j'appelais les principes intrastructurels. C'est-à-dire les principes qui vont être liés à votre corps, la relation de soi à soi. Là-dedans, vous allez retrouver beaucoup de choses. Et ça va dépendre de votre culture martiale, de votre travail, de votre pratique. J'intègre par exemple là-dedans la notion de yi, d'intention, un principe essentiel. On va retrouver au Qigong, Tai Chi, dans tous les arts martiaux. S'il n'y a pas de yi, s'il n'y a pas d'intention, il n'y aura pas grand-chose derrière. Vous allez avoir des mouvements très externes, très vides, et qui dans le temps peuvent malheureusement vous blesser. Le yi amène en fait à une chose qui pour moi est essentielle, qui est transverse à tout, c'est la conscience. En gros, quand vous avez conscience de votre corps d'une certaine manière, quand vous cultivez cette conscience, vous allez développer finalement beaucoup plus de justesse corporelle. On parle de Shizei après dans les arts martiaux, la posture juste, l'attitude juste. Le Shizei s'acquiert à travers une conscience du corps subtile, fine. Donc le yi contribue, est un moteur, un levier qui permet d'atteindre cette notion de conscience accrue, élevée, augmentée. Vous allez avoir des principes liés à la verticalité, comment en fait vous allez transmettre la notion de verticalité dans des arts martiaux. Qu'est-ce que vous comprenez de la verticalité? La notion de centre, le hara. Qu'est-ce que vous mettez derrière le hara? D'accord? Est-ce que c'est juste bouger le ventre? Est-ce que c'est plus subtil que ça? La notion de respiration, comment vous alliez la respiration à votre travail de technique? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Est-ce que la respiration est tout le temps en flux continu? Est-ce que la respiration doit être consciente, inconsciente? Est-ce que la respiration peut être explosive? Comment travailler l'explosivité de la respiration? La notion de Kyokutsu, ça qui est issu de Ino Budo, donc Ino Akira Sensei, que j'ai rencontré, il est vraiment quelqu'un de passionnant. Comment vous mettez en place des exercices qui peuvent vous permettre d'apprendre à relier par exemple ce fameux Kyokutsu, ce sternum, au bras, et puis ensuite comment vous reliez les choses à l'axe, d'accord, pour faire ensuite descendre la force dans les appuis, si besoin de s'ancrer, d'accord, sachant qu'on pourrait distinguer le travail d'association et de dissociation qu'on retrouve dans d'autres styles. Mais une fois de plus, quelqu'un qui sait bien s'associer
à comprendre comment fonctionne son corps en association et donc aura peut-être plus de facilité à se dissocier et vice-versa. C'est toujours un équilibre qui permet de mieux comprendre. C'est la face Ura et Omoté qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses dans la discipline. Donc là, j'ai cité quelques exemples, mais vous voyez que dans vos cours, si vous n'installez pas de principe, bah finalement, le pratiquant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est super, il va devoir aller chercher un petit peu par lui-même, se cultiver, prendre des ouvrages, aller des stages, c'est génial, d'accord? Mais si vous ne le faites pas dans vos cours, bah c'est dommage, ça veut dire qu'il manque quand même une pièce très très importante, même voire essentielle dans la discipline. Donc à réfléchir sur, voilà, je transmets des techniques, mais je transmets aussi des principes. Ça veut dire qu'attention, les principes, il faut qu'ils soient déjà digérés, compris, ou alors vous laissez des portes ouvertes, vous expliquez que ça existe, et la possibilité aux pratiquants de venir se cultiver et s'interroger sur ces éléments-là. Donc la liste n'est pas exhaustive, hein. Mais ayez ça en tête. Voilà, les principes intrastructurels sont très très importants. C'est une brique aussi importante que la notion de Tai, Gi et Shin. D'accord. Et on pourrait intégrer une notion de Tai. D'ailleurs, j'ai appelé ici Tai Tandren, la forge du corps. Ces principes intrastructurels pourraient se fusionner avec les qualités physiques. Hein. On a beaucoup de liens, bien entendu, évidents avec les qualités physiques du corps. Donc bien sûr, les principes intrastructurels améliorent grandement la technique. D'accord, c'est-à-dire que la technique dépouillée de ses principes intrastructurels, bah finalement, il va lui manquer une partie essentielle, son essence. Et en travaillant ces principes intrastructurels, vous allez développer l'essence de la technique. Donc ce qui est sous-jacent à la technique. Ce qui, pour moi, est le plus passionnant, en fait. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'être transverse dans vos disciplines. Si vous passez, je parle du Kenpo Budo, vous passez du Yoseikan Budo, peu importe le style, ou Aikido, en fait, ce qui va rester, finalement, c'est pas tant la technique, mais c'est ce qu'il y a derrière la technique. C'est les principes qui vont être universels et qui vont guider votre travail. D'accord? Donc, vous fassiez Tsuki d'une manière ou d'une autre, s'il y a les principes derrière, de connexion du corps, par exemple, bah, vous allez pouvoir réutiliser ça dans différents styles. Donc, c'est extrêmement intéressant. On parle après de Ria et la transversalité des principes. Ben on y est directement, grâce aux principes, on va pouvoir faire des ponts et des passerelles. Bon là, j'apprends rien aux passionnés d'arts martiaux, hein, aux professeurs qui connaissent déjà tout ça, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, je pense que c'est intéressant de voir cette vision-là, et pas de se dire, bah, j'apprends un peu comme un érudit plein de techniques, et puis je les cumule. Je me rappelle en anecdote, passer un temps dans les katas. Les katas, des fois on les enchaînait... Voilà, on avait une séance, un kata, une autre séance, un autre kata, enfin ça allait très vite. Et puis finalement, on se retrouvait à la fin d'année, on avait fait 20 katas, mais ok, qu'est-ce qu'on a maîtrisé du kata? En fait, c'était juste, sans faire de jeu de mots, une kata, quoi. C'est qu'on maîtrisait rien. On enchaînait les formes, on enchaînait... Donc ça veut dire qu'il faut y revenir après régulièrement, hein. C'est l'enseignement spiralé, vous partez de votre, du coup dans la pédagogie, de votre kata, il y a une première lecture, puis vous le refaites, il y a une deuxième, ce qui veut dire que le kata est jamais fait de la même manière, il est toujours fait avec un esprit évolutif, un esprit de progression qui vous transcende et qui vous permet d'élever votre technique. Et je fermerai la parenthèse, je pourrais en parler 3 heures et plus, mais en gros, derrière la notion de principe, si vous avez compris vos principes, vous les avez dégagés, identifiés, ben c'est ça qu'il faut rechercher à travers vos katas. C'est plus enchaîner des mouvements, c'est par exemple mes principes, comment ils s'expriment à travers des transitions de mouvements. Est-ce que mon travail de musoku, de relâchement des jambes, d'effacement des jambes, de travail d'ancrage, ou alors de travail de verticalité, ou travail de relâchement sont en place dans mon kata? Qu'est-ce que ça fait si j'enchaîne ces deux mouvements-là? Est-ce que je suis capable d'être à l'aise, confortable en termes de principes, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être transmis dans votre pédagogie. Ensuite, vous avez bien entendu d'autres principes. Il y a les principes intrastructurels et ce que j'ai appelé ici AO, donc plutôt l'esprit guerrier, voire esprit pacifique, la stratégie de guerre ou de paix. C'est plutôt les principes qui vont vous permettre de vous relier à l'autre. Une fois que vous savez vous relier à vous-même, vous avez compris les principes qui vous permettent d'être en meilleure relation avec vous-même, c'est d'être en relation avec les autres. Encore une fois, vous êtes centré avec vous-même, c'est comment vous vous centrez avec l'autre, voire comment vous décentrez la situation, ou désaxez, c'est un autre sujet. Ce sont les principes interstructurels, les principes entre structures. Ça peut être d'une personne avec une autre, ça peut être d'une personne avec plusieurs personnes. Donc on va intégrer là-dedans tous les principes.
d'harmonisation à OAC, comment je m'harmonise avec le partenaire quand la technique elle rentre, les principes de musubi, donc principe de lien, de nœud avec le partenaire, les principes d'irimi, irimi, le fait de rentrer, ça en Shotokai on le travaille beaucoup, on retrouve, ça vient du yai notamment, mais comment à travers cet esprit de sabre, on peut intégrer les choses dans sa technique en lien avec un partenaire, comment je peux être incisif sur une relation avec un partenaire. Donc ça on le travaille beaucoup en karaté, en Shotokai notamment. La notion de distance essentielle, d'intervalle, d'espace-temps, Mahai, comment on arrive à gérer les distances courtes, Kowaza, Shuwaza, Owaza, grande distance, etc. Donc il y a beaucoup de principes qu'il faut pouvoir aussi, pareil, identifier et transmettre, enseigner dans vos cours. Donc ces principes vont clairement améliorer votre technique. C'est-à-dire que le tsuki que vous êtes capable de donner dans le vide seul, eh ben, à deux, il va prendre une autre envergure, une autre dimension. C'est cette dimension-là qui va nourrir votre travail. Donc vous voyez, on commence à voir émerger ici 5 piliers majeurs, en tout cas que j'ai identifiés. Il y en a peut-être d'autres, hein. On pourrait peut-être en identifier, si vous avez des idées dans les commentaires, une autre approche super intéressante, partagée. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire monter la communauté et puis promouvoir les arts martiaux et leurs bienfaits pour la société et l'être humain. Donc, ces 5 piliers-là vont vous donner déjà des directions par rapport à vos cours. Est-ce que dans un cours, je travaille juste la technique? Est-ce que je veux me concentrer sur une qualité physique? Est-ce que je veux plutôt développer tout un cours sur la gestion de la confiance en soi ou voir la gestion de l'incertitude sur la base de cours précédents, c'est-à-dire de techniques par exemple Oitsuki, Maegiri qui ont été travaillées ou les coups de pied circulaires et je veux développer cette gestion de l'incertitude? Est-ce que vous voulez faire un cours dédié sur la notion de verticalité? Voilà, vous avez travaillé les katas et dans vos katas, peut-être que vous n'avez pas cette notion de verticalité ou vous ne la ressentez pas. Peut-être que c'est l'occasion de travailler un cours sur la verticalité. Est-ce que vous voulez développer tout un travail basé sur la liaison des membres supérieurs avec Kyokutsu? Est-ce que vous voulez vous concentrer principalement, faire fi un petit peu de la technique, cette brique jaune ici, et vous concentrer sur l'harmonisation, donc développer des exercices, des éducatifs qui vous permettent d'améliorer l'harmonisation entre partenaires, etc. etc. Et donc c'est là qu'émerge, comme vous pouvez le voir, la notion d'exercice éducatif. C'est-à-dire que toutes ces briques, les 5 briques évoquées précédemment, vont être alimentées par des exercices et des éducatifs. Donc chaque exercice, chaque éducatif doit permettre d'améliorer et de prendre conscience de ces boîtes de manière un peu plus fine, de pouvoir creuser le sillon, d'aller plus loin dans votre travail. D'accord ? Donc si je prends un exercice par exemple pour travailler par exemple la verticalité, c'est là où on va retrouver les classiques du Budo. Les classiques du Budo proposent des exercices et des méthodes. Je prends par exemple Wuji, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne. Wuji, c'est un exercice parmi tant d'autres qui va vous permettre de développer le relâchement, qui va permettre de fusionner également la notion de Tenshijin, relier ciel et terre, homme entre trait d'union entre le ciel et la terre, et donc qui va vous permettre de relier certains principes intrastructurels, puisque vous êtes face à vous-même en posture. Donc on a déjà ici une clé, un exercice qui nous permet de travailler les principes. Bien entendu, les principes, les connaître, ça suffit pas. Il faut les pratiquer. Il faut vraiment un petit peu comme un trésor. Un trésor, ça se mérite. Il faut aller le chercher, il faut investiguer, il faut creuser, il faut se tromper, il faut refaire. Il y a toute cette dimension qui rentre en jeu dans l'approche. Donc, la notion d'exercice éducatif, elle va alimenter toute votre réflexion d'enseignant, toute votre pédagogie sur les 5 boîtes noires, orange, jaune, bleu et rose qui sont identifiées ici sur l'écran. Ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut réfléchir à des exercices et à des éducatifs qui vont permettre d'améliorer les choses. Je prends une technique, par exemple, on a déjà des exercices qui sont connus, les exercices de travail en suburi, en répétition, où je répète une technique, j'isole une technique, je la répète, et on peut se dire, je la répète 10 000 fois, et voilà, la technique s'améliore. À nuancer, puisqu'en fait le suburi peut aussi avoir des effets néfastes sur le corps. Si vous faites un mouvement n'importe comment, qui ne tient pas compte, par exemple, d'un des principes de la boîte noire, qui est le principe de verticalité, et que vous êtes tout tordu et que vous travaillez votre coupe, par exemple ça, vous allez vous flinguer en fait, vous allez vous abîmer et faire n'importe quoi. Donc c'est un dosage, il va falloir trouver les bons exercices adaptés à chacune de ces boîtes. Vous voulez travailler l'explosivité, comment vous allez travailler l'explosivité? D'accord? Est-ce que vous allez travailler avec des box? Vous allez par exemple
travailler, partir en situation de squat asiatique, hop, sauter sur la boxe, redescendre, hop, ce qui va vous permettre d'engager la puissance des jambes, la puissance du sang. Est-ce que vous allez être tenu par la ceinture, puis vous réalisez votre Tsuki tenu par la ceinture avec un partenaire qui vous tire derrière pour pouvoir développer la notion de centre et d'explosivité du Tsuki. Il y a plein de possibilités à creuser. Donc vraiment, je vous invite en tant que professeur à réfléchir à tout ça. Je suis persuadé que vous le faites, mais parfois c'est triste, on voit des cours où il se passe pas grand-chose, on travaille pendant un an un kata, on travaille pendant ou un an on reste sur le Tsuki et puis on enchaîne. Ok, il faut répéter les choses, mais il faut aussi apporter de la variété. On est sur une société dans laquelle on peut pas se contenter de rester pendant un an sur une seule technique, quoi. J'exagère, mais voilà, il faut apporter de la richesse, il faut apporter de la variété. C'est vraiment à nous les professeurs de proposer cette richesse, d'accord. Sans ça, il y a des pertes d'effectifs, il y a des gens qui s'intéressent moins à la discipline. Alors on dit souvent que il y a, parmi les quelques élèves qui vont suivre les cours, il y en a peut-être quelques-uns qui vont vraiment persévérer et percer le plafond de la discipline, aller plus loin et creuser les choses. C'est vrai aussi, mais vous prenez des cours d'enfants, les enfants, si vous proposez tout le temps systématiquement le même cours, ils ont envie de s'ennuyer, d'accord. Donc il faut être malin dans le dosage, être capable de proposer une stratégie qui vous permette de venir piocher dans ces boîtes, adapter au public, et ça on va le voir juste après, puisque chaque exercice ici, contenu dans chacune de ces boîtes, va être adressé à un public donné. Et donc il va falloir pouvoir proposer des variantes adaptées en fonction du public. Avant ça, il faut aussi savoir identifier que les exercices éducatifs dans votre pédagogie, il faut pouvoir les proposer avec une notion de type d'exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un exercice éducatif, il peut être soit individuel, soit vous proposez un exercice individuel qui va vous permettre de vous améliorer vous, indépendamment de partenaires, soit un exercice éducatif en coopération, vous allez devoir développer le lien de coopération avec le partenaire, soit en opposition, ce qu'on va retrouver dans toutes les formes de comité, les jeux de la tortue où il faut retourner le partenaire sur le dos, etc. Il y a plein de possibilités d'opposition. Et donc, quand vous avez déjà ces trois notions individuelles, coopération et opposition, eh bien, vous avez déjà une lecture un peu plus fine de vos éducatifs. Est-ce que je suis sur de l'individuel, du coopératif ou de l'opposition? Et après, vous pouvez mixer, c'est-à-dire que du coopératif, peut-être que vous pouvez travailler un principe en coopératif, ou vous pouvez travailler de l'individuel à travers la boîte noire, ici, de gestion des principes, ou alors vous pouvez travailler la technique en coopération, ou la technique en opposition, etc., etc. Peut-être même que vous pouvez travailler la gestion de la confiance en coopération. Exemple d'éducatif, une personne se tient debout, et vous la laissez chuter en arrière. Et le but du jeu, c'est qu'il y ait une personne qui se retrouve derrière et qui va assurer sa sécurité en la rattrapant. D'accord? Ce qui va créer justement une peur au départ de la personne qui va chuter en arrière, la peur du vide, la peur de l'inconnu, de l'adaptation, et la personne qui se trouve derrière va lui dire non, ok, je suis là, je te retiens, etc., etc. À vous d'être créatif, inventif. Il y a un terrain de jeu qui est immense, qui est extrêmement vaste. Il existe d'ailleurs beaucoup d'ouvrages qui peuvent aider sur les sujets, sur la pédagogie, la réflexion. Il manque souvent, par contre, la vision d'ensemble. Ce que j'essaye ici de vous partager, ça, c'est un peu à vous de faire votre puzzle. Donc, moi, je vous propose ici mon puzzle, mais voilà. Donc, ensuite, vous avez une autre boîte qui va intervenir. C'est le matériel pédagogique. Donc, vous pouvez vous aider pour vos exercices qui alimentent toutes les boîtes, finalement, avec du matériel pédagogique. Très intéressant, notamment pour les enfants, pas que, aussi pour les adultes. Et là, vous avez un panel de matériel qui est vaste. Frites, ballons, élastiques, cibles, potentiellement les armes qui peuvent devenir du matériel pédagogique, c'est-à-dire utiliser par exemple le Joe pour amplifier le travail de sensation corporelle, travail d'extension, d'étirement interne du corps. Donc vous avez un panel matériel pédagogique qui est extrêmement riche. Je vous invite vraiment en tant que prof à vous interroger sur le matériel pédagogique et surtout à quoi il peut vous servir dans les éducatifs. L'erreur, ça serait de vouloir avoir 3 tonnes de matériel pédagogique, puis de s'en servir un petit peu à tout va, sans but pédagogique. Se dire, bah voilà, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis en fait, ça devient un melting pot de tout, on mélange une salade de fruits, un peu, on mélange des carottes dedans, enfin, il y a quelque chose qui va pas, c'est que, du coup, vous allez avoir une liste d'éducatifs d'exercices sans ligne directrice, sans objectif. Ça, c'est problématique. Donc le matériel, oui, mais utilisé à bon escient, avec un objectif précis. D'accord, voire des objectifs précis. Chaque exercice, et on le verra après, doit être lié après plus tard à des thèmes, c'est-à-dire un thème de cours. Si vous faites des exercices à tout va, ça devient la cour de récréation, et c'est pas du tout le but, d'accord.
même si on réalise en tant qu'enseignant, éducateur sportif, un rôle d'animateur, il faut toujours qu'il y ait un rôle d'animation au regard d'un objectif martial précis par rapport à votre discipline, votre style, votre pratique. On va ensuite donc avoir une boîte très importante, c'est le public. Donc dans la pédagogie, il va falloir tenir compte du public. Le public, est-ce que c'est des enfants, 4-6 ans? Est-ce que c'est des enfants un peu plus âgés, 7-14 ans, 7-10 ans? Est-ce que ce sont des adultes? Est-ce que ce sont des seniors à un âge déjà avancé, plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans? Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Tout ça va vraiment influencer votre manière de fonctionner dans les cours. Et ça, c'est très très important. On ne peut pas accorder une pédagogie identique à des enfants, à des adultes. Ce sont des publics différents, avec une maturité différente, des besoins différents. Ça veut dire que vos exercices doivent être réfléchis au regard de ce public. Donc, pareil, la question se pose, quid des principes? Est-ce que je peux transmettre un principe de Tenshijin, de verticalité, qui est subtil, profond, à des enfants? Et si je pouvais le faire? Peut-être que oui, mais comment? Peut-être qu'il faut aborder la notion de verticalité autrement. Exemple, plutôt que de dire vous allez travailler en état de relâchement avec des forces antagonistes, un discours très complexe même parfois pour les adultes, peut-être que vous allez simplement faire prendre conscience de la verticalité à travers peut-être un plot qui va faire un petit chapeau chinois sur la tête, et dès que la posture n'est pas bonne et que l'enfant se baisse vers l'avant, pouf, le chapeau chinois va tomber, ce qui signifiera perte de verticalité. Pour l'enfant, c'est nettement moins complexe de l'aborder sous ce plan-là. Ça veut dire qu'en termes de pédagogie, il va falloir réfléchir à ces publics et aux attentes que peuvent avoir ces publics. C'est là que la notion d'expérience intervient, puisque un enfant ne va pas du tout apprécier les choses de la même manière. Et la subtilité, la profondeur des choses ne sera pas du tout abordée de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas aborder les principes, ça veut juste dire qu'il va falloir les ajuster. Et tout le rôle de l'enseignant, c'est de trouver l'ajustement correct pour que l'enfant puisse s'épanouir, si on prend le public des enfants. Pour les seniors, il est clair que travailler l'explosivité des seniors, la question va se poser. Est-ce qu'on va leur faire travailler l'explosivité, leur faire, je sais pas moi, un travail de squat intensif où ils vont sauter sur des briques, etc., puis descendre? Clairement pas. Clairement pas. Il va falloir peut-être, au contraire, tirer parti de la force des arts martiaux et des principes, notamment intrastructurels, pour leur faire comprendre que, pour eux, la notion de relâchement, qui est subtile à acquérir, est en fait la voie la plus intéressante pour pouvoir pratiquer longtemps et en bonne santé. Donc c'est tout cet écosystème-là qu'il va falloir mettre en œuvre, réfléchir, ajuster, doser à travers les cours. Donc, ce qui nous amène directement à la notion de variante éducative. Un exercice éducatif, il va faire l'objet de plusieurs variantes. Un même exercice, plusieurs variantes. Et une variante, elle se distingue en quoi? Elle se distingue donc dans le fait qu'on va avoir ici un lien fort avec ce que j'appelle ici un axe de variation. L'axe de variation, en fait, une variante éducative va pouvoir être attachée à plusieurs axes de variation. Peut-être que sur un exercice de données, pour un même exercice donné, vous allez faire varier le temps d'exécution. Est-ce qu'il faut aller plus vite, moins vite sur l'exercice? Est-ce qu'il va falloir faire varier les appuis, la stabilité, l'équilibre, le polygone de sustentation, donc la projection du centre au sol? En termes d'équilibre, est-ce qu'on va aller travailler sur une jambe? Est-ce qu'on va le faire en sautillant? Est-ce qu'on va le faire sur les deux jambes? Est-ce qu'on va le faire en étant au préalable poussé par un partenaire, sur le côté, devant, derrière? Vous voyez, le champ d'investigation est très très vaste. Est-ce qu'on va devoir faire varier le niveau d'exécution? Est-ce que je vais travailler sur Jodan, Shudan, Gedan? Est-ce que je vais plutôt essayer de déborder le partenaire, travailler sur plusieurs niveaux en séquentiel? Est-ce que je vais travailler sur la spatialisation, la proprioception du corps? Comment je vais peut-être travailler sur une ligne, puis ensuite sur un angle, et puis ensuite à 360 degrés? Est-ce que je vais travailler en isolation technique? Est-ce que je vais devoir enchaîner plusieurs techniques? Si oui, est-ce que c'est la même technique? Est-ce que c'est plusieurs techniques différentes? Est-ce que j'utilise du matériel ou pas de matériel pour pouvoir aider à mieux comprendre comment fonctionne finalement l'exercice, comment réveiller des sens chez le pratiquant, sachant qu'il y a des gens qui sont plutôt auditifs, kinesthésiques, d'autres visuels. Est-ce que je vais faire varier le nombre d'assaillants, de partenaires? Peut-être que je peux commencer un assaut avec un partenaire, je peux ensuite en intégrer 2 dans le circuit, peut-être que je peux en mettre 4.
Est-ce que je vais travailler en statique? Est-ce que je vais travailler en dynamique? Bref, sur un même exercice donné, vous pouvez commencer à faire varier les choses de manière exponentielle. Vous allez pouvoir trouver beaucoup de solutions, je dirais presque une infinité de possibilités. Mais encore faut-il en avoir conscience et y avoir réfléchi. Toujours au regard d'un thème et de ce que vous voulez développer pendant un cours. Si vous n'y avez pas réfléchi, on en parlera après, mais sur l'improvisation, si vous êtes toujours dans l'improvisation, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, vous allez être moins pertinent, moins précis, moins impactant pour le public auquel vous faites face pendant votre cours. Viennent ensuite différentes méthodes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des ouvrages, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dédiée, mais en gros il y a des méthodes ensuite pour transmettre les éducatifs. Est-ce que vous êtes dans une vision purement magistrale, dans laquelle c'est vous le prof, et puis en face il y a les élèves, très japonais dans l'âme, il y a la hiérarchie, la verticalité, il n'y a pas d'horizontalité, c'est comme ça, vous suivez, et en gros, ça ne veut pas dire que c'est autoritaire, mais vous détenez un petit peu la science, et puis vous distillez et les élèves suivent, il n'y a pas vraiment de questions, c'est descendant, quoi. Vertical, descendant. Après, on vous rajouter une dimension par objectif aussi. Alors par objectif, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous construisez votre pédagogie avec un fil conducteur d'objectifs pour atteindre un but précis. Par exemple, vous voulez développer le travail d'harmonisation. Le travail d'harmonisation, peut-être que pour y arriver, vous allez passer par différentes étapes. Vous allez peut-être commencer par un travail sur déjà un lien avec partenaire plus un Joe. Et avec le Joe, vous allez faire prendre conscience de l'harmonisation en le basculant, en travaillant Aishu, en travaillant donc les revers de main, ou sinon avec Taisho. D'ailleurs, il y a un exercice que j'ai proposé là-dessus en short, vous pourrez aller le voir. Est-ce que sinon, vous allez travailler plutôt, je sais pas, avec un partenaire qui va rentrer de manière très incisive et qui ensuite va, derrière, vous permettre de prendre conscience, cette fois-ci non plus juste d'un bâton que vous contrôlez, mais d'une notion déjà un petit peu plus de danger. Donc comment se développe le Hawase dans une notion de danger? Est-ce que derrière, vous n'allez pas développer aussi la notion de cercle, c'est-à-dire travailler la Hawase non plus de manière linéaire, mais dans le cercle? Est-ce que vous n'allez pas rajouter des partenaires autour qui vont complexifier la tâche? Est-ce que vous n'allez pas rajouter après peut-être une gestion d'incertitude? Voilà, le lien avec le Shin ici, l'esprit, c'est-à-dire vous attendez plus à la technique, on ne vous prévient plus, et le cadre est beaucoup plus ouvert, etc. etc. Donc vous voyez le potentiel ici, par objectif, vous allez vraiment fixer vos objectifs qui vont vous permettre de tendre vers un travail construit. Ensuite, les méthodes plus perceptives, actives, dans l'idée de faire en sorte que vous allez jouer sur les sens du partenaire. La vue, le toucher, l'ouïe, et également la notion de réflexion et de créativité. Peut-être que pour des enfants, par exemple sur l'étude d'un kata, vous allez montrer, je sais pas, un enchaînement, et dans cet enchaînement, vous allez créer volontairement un trou technique. Et l'enfant doit trouver le lien entre le premier mouvement et le troisième mouvement, et donc lui-même être dans la réflexion pour savoir qu'est-ce qui pourrait enchaîner en termes de transition de mouvement. Donc c'est dans un travail déjà créatif, où l'enfant va devoir proposer des solutions. Voilà, et donc cette notion-là est vraiment fondamentale pour développer d'autres sens, d'autres manières de fonctionner. Donc l'élève n'est plus attentiste, entre guillemets, il devient réellement moteur lui-même de la pédagogie, il est presque dans une auto-pédagogie où on apprend l'élève finalement à ne plus être dépendant, mais à devenir progressivement indépendant. Vous voyez un peu la richesse, c'est extrêmement vaste. Enfin, il y a un terrain pédagogique qui est immense en fait. Donc on ne peut pas se limiter juste à venir en mode impro, apprendre une technique et puis taper dans un sac ou faire juste du combat, c'est trop restrictif quoi. Il y a tellement plus à travailler de manière intelligente, à essayer de développer les choses pour aller loin et puis progresser. Vient ensuite le cœur de souvent ce qu'on voit dans les formations, c'est la notion de plan de séance et de thème. En gros, le thème, lui, il va de votre séance, puisque toute séance doit être construite autour d'un thème, sans quoi ça devient le bazar et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de possibilité vraiment de progression, d'évolution, d'évaluation de votre cours derrière, ça devient difficile. Donc le thème de séance, il va regrouper des exercices. Et c'est là toute la force du système, et d'avoir cette vue d'ensemble, c'est qu'en fait les exercices, on l'a vu, ils pouvaient toucher différentes boîtes, les 5 boîtes socles, les piliers dans votre pédagogie. Et maintenant, c'est quel choix vous allez faire? Est-ce que vous allez vous faire un cours dédié juste sur un principe? Est-ce que vous allez faire un cours dédié sur un principe, je sais pas, interstructurel, intrastructurel? Est-ce que vous allez travailler une technique spécifique?
Chuto-uke ou une posture spécifique, Kokutsu? Est-ce que vous allez travailler le Shin, donc un niveau de conscience, de principe lié à l'état d'esprit précis, la vigilance, la détente mentale? Est-ce que vous allez vouloir développer juste la confiance? Est-ce que vous allez faire des mix entre ces boîtes? Peut-être que vous allez travailler le Tsuki, mais la confiance à travers l'étude du Tsuki, ou alors le travail d'enracinement à travers l'étude du Kibadachi. Vous voyez les passerelles et les connexions combinatoires. Alors là, ça devient... là, vous pouvez faire des programmations annuelles pour plusieurs années. Hein. Le terrain, il est extrêmement grand. Donc le thème de séance, après, c'est à vous de construire votre puzzle. Maintenant, le thème de séance... Le piège, c'est de faire plein de thèmes de séance, mais complètement décorrélés, d'accord, d'une vision d'ensemble. Alors, on va y venir. Hein. Donc, le thème de séance, il est rattaché à une séance, et donc une séance, elle pourrait faire l'objet potentiellement de différents thèmes. Hein. Ça serait à réfléchir, à vous de construire vos thèmes. Une séance, elle est construite maintenant, à l'intérieur d'une séance, vous allez avoir au moins 3 temps. En tout cas, moi, je distingue 3 temps. Un début de cours, un milieu de cours, une fin de cours. Le début de cours qui est souvent lié à l'échauffement. Et là, pareil, hein, vous allez avoir, je vais avancer un petit peu, mais des exercices qui vont vous amener à comprendre comment je vais bien m'échauffer, comment je vais mettre en place le système cardiovasculaire, comment je vais préparer le corps à l'effort. Il faut distinguer l'échauffement dit général, qui peut être un peu décorrélé du cours, dans lequel vous allez préparer le corps, le chauffer, vous allez commencer à le réveiller, à le stimuler, de l'échauffement spécifique. L'échauffement spécifique, d'où l'intérêt d'avoir un thème, c'est lui qui va vous permettre, l'échauffement spécifique, de rentrer dans votre cours. Spécifique, ça veut dire qu'il y a de la spécificité par rapport à quelque chose, donc par rapport à votre thème. Si je travaille par exemple les chutes, ukemi, la manière de se recevoir au sol. Si je travaille les go-ukemi, donc chutes plutôt dures, ou jo-ukemi, les chutes plutôt souples, je ne vais pas avoir le même travail. Si je pars sur les jo-ukemi, je vais peut-être commencer à travailler en roulade sur le dos, progressivement dès l'échauffement. Peut-être travailler sur des déplacements aussi au sol, pour travailler un petit peu l'ondulation de la colonne vertébrale, le travail de préparation de la colonne vertébrale. On va retrouver ça sur, par exemple, l'échauffement de l'écrevisse. Là, vous êtes au sol, vous poussez sur les jambes, vous montez les fesses sur le côté, vous changez de côté. Très utilisé en Jiu-Jitsu, en Yosekan Budo, etc., etc. Mais tout ça va vous amener à préparer le corps spécifiquement à l'effort par rapport à votre thème. Donc ça, c'est vraiment le premier temps du cours dédié. Ensuite, dans la séquence 2, c'est le corps du cours. C'est vraiment le cœur, l'ADN de votre séance. Vous voulez travailler, vous avez décidé pendant un cours par exemple de travailler un kata, vous avez pioché dans la boîte technique kata, voilà, vous avez travaillé de Naihanchi, Teki Shodan, vous voulez travailler au Teki Shodan. Et bien le corps du cours va se concentrer sur l'étude du Teki Shodan. Maintenant, attention, croisez, rappelez-vous au public. Le public, si c'est des enfants ou si c'est des adultes ou des seniors, vous n'allez pas aborder le Teki Shodan de la même manière. Donc à vous de faire vos choix techniques spécifiques. Puis peut-être que dans le Teki Shodan, vous allez avoir besoin de piocher un petit peu dans la boîte noire, certains principes. Donc vous allez tirer par exemple, je sais pas, le principe d'explosion, de force, travail du Hakai, principe d'explosion, transfert d'énergie. Sur vos Urakenuchi, vous allez avoir besoin d'utiliser ces principes-là. Donc vous allez mettre en œuvre, en plus combiner dans votre séance de cours sur Teki Shodan, le travail du Hakai, etc., etc. Et puis fin de cours, on peut y retrouver tout un état de relaxation, d'étirement. Ça peut être aussi du kumite, du combat, si vous voulez terminer une séance en combat parce que vous avez développé un thème sur le combat et vous voulez cette fois-ci faire un petit peu des rencontres de différents partenaires, différents assos, puisqu'au préalable, dans le milieu de cours, vous auriez peut-être travaillé, je sais pas, des enchaînements simples, Kizamitsuki, Gyakutsuki, vous avez bien isolé, bien décomposé, vous l'avez travaillé en ride, vous avez travaillé sur différents temps, peut-être qu'après vous voulez fusionner les choses, créer une synthèse, et donc vous allez pouvoir travailler cette synthèse-là en fin de séance, etc., etc. Ça peut être aussi en fin de séance un parcours de synthèse, par exemple pour des enfants qui ont développé une technique, et que vous allez mettre en place à travers un parcours de synthèse, où ils vont devoir, sous différents aspects, comme un prisme, différentes facettes, développer le travail technique qu'ils ont abordé en milieu de cours à travers un parcours ludique qui va leur permettre de se tester au fur et à mesure du parcours, etc., etc. Et ensuite, vous allez avoir, une séance n'est pas une séance isolée. Une séance est toujours reliée à ce qu'on appelle un cycle d'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez réfléchir à regrouper des séances dans une logique d'ensemble. Exemple de cycle, vous voulez développer, par exemple, un cycle autour des coups de pied. Donc vous allez commencer par les coups de pied de face, deuxième séance peut-être coups de pied circulaire, puis troisième séance coups de pied arrière en mode Ushiro Geri par exemple.
Et enfin, vous allez vous dire, ok, c'est bien, mais maintenant, il faudrait quand même voir ce que ça donne sur peut-être une séance de synthèse où les 3 coups de pied vont être fusionnés et on va voir un petit peu ce que ça donne pour que les pratiquants puissent jouer avec ces capacités fraîchement découvertes dans les cours précédents. Donc, il y a un lien. Une séance avec une autre, il y a un lien. Ça c'est important pour l'évolution de l'élève. C'est pareil dans les katas, si vous faites faire un kata très supérieur à un débutant alors qu'il n'est pas passé par les katas préalables, ça peut être compliqué. Maintenant, c'est pas impossible aussi de pouvoir, dans un objectif pédagogique précis, de faire travailler un kata bien supérieur à un débutant. Ce qui lui permettra d'avoir déjà une projection, de se dire « Ah ok, plus tard, je vais devoir atteindre cet objectif-là. Ok, ouais, c'est dur, j'ai encore pas le niveau. » Donc il y a déjà une prise de conscience. Mais ça peut aussi permettre à l'élève, après, quand il va travailler sur des katas plus simples, de se dire « Ah ouais, ce kata-là, j'arrive beaucoup mieux à l'intégrer. Et donc je suis en fait plus à l'aise. » Donc il n'y a jamais de vérité absolue, mais il y a des choix, et des choix malins, stratégiques et intelligents dans votre conception de cours. Enfin, la notion de programme, c'est-à-dire que le cycle d'enseignement, vous pouvez avoir plusieurs cycles d'enseignement à l'année, et un programme, lui, il va tenir compte de plusieurs cycles d'enseignement. Vous allez peut-être démarrer un cycle d'initiation, de découverte. Après, vous allez enchaîner avec un cycle sur le socle postural, les postures, les déplacements de base. Peut-être un cycle qui va s'enchaîner sur les coups de poing, après les coups de pied, peut-être après un travail un peu plus structurel, plus fin. Donc à vous de faire vos choix et d'identifier ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à votre thème, à votre style. Voilà, la vidéo est déjà bien assez longue, mais on pourrait aller nettement plus loin, décortiquer chacune des boîtes, rentrer dans le détail. Mais je voulais que vous ayez une vision d'ensemble, en tout cas moi, telle que je vois les choses. Bien entendu, derrière, après le but du jeu, c'est de se dire dans la boîte verte, les exercices éducatifs, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi mon catalogue d'éducatif? Qu'est-ce que je propose à mes élèves? Comment je suis pertinent? Et c'est là où moi j'en suis venu au fait d'y consacrer mon activité à temps plein. C'est qu'en réalité c'est très difficile, ou alors il faut des années, une vingtaine d'années, dizaine d'années pour vraiment être pertinent sur l'ensemble de ce puzzle. Parce que le puzzle étant tellement vaste, déjà d'une, techniquement il faut être bon, il faut avoir travaillé déjà un certain nombre d'années pour pouvoir avancer. 2, il faut avoir réfléchi aux exercices éducatifs. 3, il faut les avoir éprouvés, testés avec différents publics. Donc il faut avoir eu aussi différents publics pour voir ce que ça donne, avoir un retour et une évaluation des choses. Et puis il faut avoir bien réfléchi à sa pratique sur quels sont ces fameux principes. Qu'est-ce que je connais de la technique, qu'est-ce que je connais du Shin, de l'état d'esprit. En tout cas, qu'est-ce que je pense connaître à date. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout maîtriser, tout connaître. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà du vécu pour pouvoir commencer à être pertinent. Après, quand on est jeune sur le métier d'enseignant en arts martiaux, on fait des erreurs, d'accord? On apprend, c'est aussi ça la pédagogie, c'est d'apprendre de ses erreurs. Maintenant, il faut faire en sorte de minimiser les erreurs et puis de partir assez armé, avec un certain nombre de bagages qui vont permettre de gagner du temps, gagner en intelligence de cours et essayer de proposer quelque chose de riche, varié, qui permettent de promouvoir les arts martiaux et de faire en sorte que les arts martiaux ne meurent pas, d'accord, qu'on ait quelque chose de construit qui serve à la société. Et moi je suis vraiment convaincu, comme vous pouvez le voir à travers ces quelques briques déjà, qu'on a un potentiel énorme d'évolution à travers les cours. Donc on ne peut pas se contenter de faire des cours systématiquement identiques, voire même des échauffements qui se répètent tout le temps de la même manière, ou un décor de cours qui se ressemble tout le temps. Il faut apporter de la richesse à travers notre enseignement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé. J'ai essayé de vous transmettre un petit peu d'essence de ce qui me passionne, ce qui me plaît dans la pédagogie. Bien entendu, on pourra envisager d'autres vidéos si besoin, si vous avez des questions. Je détiens pas toute la science, loin de là, mais je pense que c'est vraiment des sujets auxquels je réfléchis régulièrement, sur lesquels je reviens. Et gardez un petit peu en tête ce schéma qui pourra, je pense, vous aider à y voir plus clair et à pas tout le temps enseigner Maegiri, Tsuki, Yokogiri, Maegiri, Tsuki, Kata, Yanshodan. Mais peut-être vous dire, ouais, ok, il faut peut-être que je travaille aussi ce que c'est que l'intention. Peut-être faudrait que je travaille ce que c'est que le relâchement. Peut-être que la notion de hara, elle n'est pas assez développée dans mes cours. Peut-être que la notion de musubi, j'en parle jamais. Peut-être que le irimi, je connais même pas. Je travaille tout le temps en reculant. Peut-être que la notion de kyokutsu, ça m'est complètement inconnu. Peut-être que l'enracinement, ça me parle pas.
etc., etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.